Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Le commençons. volume, la complexité et la durée de l'intervention chirurgicale dépendent du nombre de fragments de substance, de leur localisation, de la prévalence et du degré des adhérences. Le type d'anesthésie, locale ou générale, dépend également des mêmes circonstances. Techniquement, l'opération se déroule en deux temps. L'ablation, la plus complète possible, des fragments de la masse de gel, la correction des troubles développés, tant esthétiques que fonctionnels. Dans certaines cliniques, l'élimination des biopolymères des lèvres est effectuée au laser ou par ondes radio, ce qui permet de réduire quelque peu les saignements et de faciliter la visualisation du champ opératoire, ainsi que d'exciser le tissu cicatriciel de manière moins traumatisante. Toutefois, cela n'a pas d'importance fondamentale pour le processus de traitement et de correction. L'incision est réalisée non pas sur la peau, mais sur la muqueuse de la lèvre, c'est-à-dire sur la face interne de celle-ci, ce qui réduit le risque de léser les gros vaisseaux sanguins et les muscles, ainsi que de masquer les cicatrices post-opératoires et d'obtenir un résultat esthétique satisfaisant. Toutefois, en cas de migration lointaine du gel, il peut être impossible d'éviter des incisions supplémentaires dans la peau du visage. La deuxième étape consiste à éliminer les cicatrices et les zones hypertrophiées des muqueuses des lèvres, à restaurer au maximum la forme et les contours de ces dernières et à appliquer des sutures esthétiques. Il est pratiquement impossible d'éliminer complètement toutes les particules de la substance injectée. Par conséquent, après l'élimination du biopolymère, les lèvres peuvent à nouveau se déformer en raison de la croissance continue du tissu conjonctif. À cet égard, la rééducation après l'intervention chirurgicale devrait inclure un traitement comprenant des enzymes protéolytiques et des procédures de physiothérapie. En raison de la bonne et rapide régénération de la muqueuse, la période de convalescence ne dépasse généralement pas 1,5 à 2 semaines. À condition que les recommandations du chirurgien soient respectées, soins à propos de la plaie post-opératoire, évitement des aliments chauds et des boissons alcoolisées, du tabac, des efforts physiques, des bains, etc. Après cicatrisation complète, il est possible, si nécessaire, de procéder à une correction chirurgicale supplémentaire, et après quelques mois, si le patient le souhaite, à une correction cosmétique avec l'introduction d'un produit de comblement à base d'acide hyaluronique. Biopolymères mixtes. Les biopolymères mixtes contenant des hydrates de carbone sont des composés dont l'hydrolyse produit des molécules appartenant à des autres classes de composés en plus des monosaccharides. Les biopolymères mixtes contenant des fragments d'hydrates de carbone et d'acides amines ont des structures très diverses. Les biopolymères mixtes sont également des protéines complexes. Les structures des biopolymères mixtes sont extrêmement complexes et leur étude détaillée ne fait que commencer. Contrairement aux polysaccharides, il est très difficile de décrire et de classer systématiquement les types de structures des biopolymères mixtes, principalement en raison du nombre limite de structures déchiffrées de manière fiable et complète. Mentionnons seulement que la liaison des composants oligo- ou polysaccharidiques avec les composants peptidiques, protéiques ou lipidiques s'effectue généralement au moyen de liaisons glycosidiques, soit par des groupes hydroxyles, par exemple, dans les résidus d'acide oxyamine de la chaîne peptidique, soit par des groupes amides d'amides d'acides amines bidantes. Une liaison phosphodiestée est également possible, semblable à celle qui sous-tend la structure des acides nucléiques. Les glycoprotéines sont des biopolymères mixtes dans lesquels la molécule de protéine contient des chaînes d'oligosaccharides attachées de manière covalente. La longueur des chaînes d'oligosaccharides et leur nombre dans les glycoprotéines sont très variables. Il existe deux possibilités pour la biosynthèse de biopolymères mixtes contenant des chaînes d'oligosaccharides, l'incorporation d'une chaîne d'oligosaccharides déjà préparée dans le polymère ou son extension progressive dans le biopolymère. Les glycoprotéines naturelles sont des biopolymères mixtes, dans les molécules desquelles des résidus d'oligo et de polysaccharides sont liés de manière covalente, liaison O ou L glycosidique, à des chaînes polypeptidiques de protéines. Ces composés sont des biopolymères mixtes qui donnent des acides amines en plus des monosaccharides lors de l'hydrolyse. Les méthodes de séparation les plus efficaces pour obtenir des biopolymères mixtes à l'état individuel sont la chromatographie d'échange d'ions et filtration sur gel pour les glycoprotéines, chromatographie d'adsorption pour les glycolipides et l'électrophorèse. Dans de nombreux cas, les méthodes de précipitation fractionnée sont utilisées avec succès.
L'élément le plus difficile de l'étude des polysaccharides et des biopolymères mixtes contenant des hydrates de carbone est l'isolement des composés individuels. Même la séparation des impuretés non glucidiques dans certains cas est une tâche difficile, mais le principal problème reste la séparation. En composant des mélanges de polysaccharides obtenus par extraction de divers objets naturels. Malgré les progrès rapides de la technique de séparation des mélanges de composés de haut poids moléculaire, des efforts considérables sont nécessaires pour améliorer les méthodes existantes et créer de nouvelles méthodes de séparation des polysaccharides individuels et des biopolymères mixtes contenant des hydrates de carbone. Les méthodes analytiques permettant de contrôler l'individualité des substances isolées ne sont pas non plus très satisfaisantes. Les acides sialiques jouent un rôle important car ils terminent les chaînes d'oligosaccharides des biopolymères mixtes. Situés à l'extrémité non réductrice des chaînes oligosaccharidiques des glycolipides et des glycoprotéines, les acides sialiques masquent les déterminants antigéniques du biopolymère et lui confèrent une charge négative. La présence d'acide sialique aux extrémités des chaînes oligosaccharidiques des glycoprotéines animales offre la possibilité d'une circulation de ces dernières dans le sang, empêchant leur capture par les cellules hépatiques. Faisant partie des biopolymères des cellules animales, les acides sialiques déterminent en grande partie les propriétés de la surface cellulaire. Il est démontré qu'il existe un grand nombre de biopolymères mixtes dans les organismes humains et animaux, dans les micro-organismes, ainsi que dans le monde végétal, et les fonctions responsables qu'ils portent sont examinées. Il est démontré qu'il existe un grand nombre de biopolymères mixtes dans les organismes humains et animaux, dans les micro-organismes, ainsi que dans le monde végétal, et que les fonctions responsables qu'ils assument sont prises en compte. Il est démontré qu'il existe un grand nombre de biopolymères mixtes dans les organismes humains et animaux, dans les micro-organismes, ainsi que dans le monde végétal, et les fonctions responsables qu'ils portent sont examinées. Les aminosucres sont des monosaccharides dans lesquels un ou plusieurs groupes hydroxyles sont remplacés par des groupes aminaux. Certains d'entre eux sont des composants de biopolymères mixtes, d'autres sont des unités structurelles dans les antibiotiques. À propos de Biogel 350 CP. De nombreux clients ont peur de s'injecter Biogel 350 CP, car ils ont lu des commentaires peu élogieux à son sujet. En règle générale, lorsqu'il se rend à la clinique pour agrandir ses lèvres, le patient demande « Quel est le meilleur médicament ? Quel est le meilleur médicament ?» Les médecins esthétiques proposent des gels à base d'acide hyaluronique naturel. Mais dès que l'on pose la question du Biogel 350 SR, on commence immédiatement à dissuader, à raconter des passions différentes. Le biogel serait nocif. Il s'enroule en paquet et forme un joint sur les lèvres. Et c'est ce que vous aurez pour le reste de votre vie. Et si cela ne vous convainc pas, on vous racontera des tas de cas où, avec le temps, le biogel commence à se balader sur le visage, puis sur tout le corps. J'ai vraiment honte de ces médecins. J'ai l'impression que ces médecins ont un diplôme Hachette au passage. En 20 ans de travail en cosmétologie, je n'ai jamais rencontré ou vu un seul patient avec du biogel errant. Chère femme, pour votre information, Biogel 350 SR a été développé en Espagne en 1996 par le département de pharmacologie en synthétisant une protéine au niveau moléculaire. Le chef du département, le professeur Juan de Valencia, a travaillé pendant de nombreuses années à la création d'un acide hyaluronique synthétise d'origine non végétale destiné à augmenter le volume des lèvres. Le procollagène contenu dans la préparation Biogel 350 SR est un matériau de construction pour la création d'une nouvelle molécule de collagène qui est ensuite transformée en une protéine de synthèse. Ainsi, l'organisation spatiale du collagène dans le derme de nos lèvres est structurée, ce qui permet de se débarrasser du vieux collagène, qui n'est plus en mesure de maintenir la fonction d'élasticité des lèvres. Biogel 350 SR contient également de l'hydrolysa de collagène marin et des carotenoïdes de chitine rouge, qui contribuent à la synthèse de l'acide hyaluronique, qui est la base de la préparation Biogel 350 SR, et qui permettent de le conserver pendant une longue période de temps lorsqu'il est injecté dans les lèvres, de 3 ans et plus, puisque Biogel 350 SR a été importé en Russie en 2000 et que sa validité dans les lèvres n'a pas encore été déterminée. Vous vous demandez peut-être, pourquoi les médecins ne le font-ils pas? Les médecins le déconseillent et en parlent mal? La première raison est qu'il faut savoir quelles zones des lèvres peuvent être injectées et lesquelles ne le peuvent pas. Il faut aussi savoir comment l'injecter correctement. En effet, la consistance du biogel est très épaisse, car il a une densité élevée.
Il est donc très difficile d'y pénétrer, car l'aiguille de la seringue est très fine et son ouverture est étroite. La deuxième raison pour laquelle le biogel n'est pas utilisé est la plus importante. Les médecins vous sont favorables, vous leur avez fait miroiter des gels naturels qui se résorbent très rapidement, de 1 à 10 mois. Vous venez les voir encore et vous payez à nouveau pour l'ensemble de la procédure. Cela me fait penser aux extensions de cheveux. Vous choisissez un maître et tous les 2 mois vous allez le voir pour corriger le contour des lèvres en lui reversant une partie de son salaire. Le client s'assied dans le fauteuil, le médecin applique une anesthésie locale sur les lèvres et, au bout de 10 à 15 minutes, la sensibilité de la peau est pratiquement nulle. Le médecin procédait ensuite à des injections, ce qui prend encore 15 à 30 minutes. Après l'intervention, il y a un léger gonflement, mais n'ayez pas peur, il disparaîtra complètement en 3 jours ou plus rapidement. Si vous suivez toutes les instructions du médecin. Qu'est-ce qu'un biogel ? Le gel permanent est une suspension dans un liquide de particules microscopiques de groupes de biopolymères chimiques tels que le polyacrylamide, diverses modifications de la silicone, le polytétrafluoroéthylène, d'autres classes de composés chimiques. Tous ces produits sont biologiquement inertes, c'est-à-dire qu'ils ne participent pas au processus métabolique des tissus et n'entraînent pas de réaction de rejet immunitaire. Après avoir été introduits sous la peau, les gels biologiques ne sont pas sujets à la destruction dans les tissus, ce qui se traduit par un effet cosmétique qui dure en moyenne 5 ans. Les biopolymères gagnent en popularité en raison de la simplicité technique de leur application et des résultats durables combinent au faible prix des préparations. Toutefois, en raison de l'absence de biodégradation, résorption indépendante de ces composés chimiques dans les tissus, en cas de conséquences défavorables, le biopolymère ne peut être retiré des lèvres que par voie chirurgicale. Ces complications, pour lesquelles le retrait chirurgical du médicament est nécessaire, sont les suivantes. Processus inflammatoire chronique. Elles peuvent survenir après un certain temps, voire longtemps, après l'introduction du médicament dont la présence crée les conditions appropriées. L'inflammation peut être aseptique, réaction de l'organisme à un corps étranger, ou résulter d'une infection par voie hématogène ou lymphogène. Le degré d'inflammation peut aller d'un gonflement mineur, d'une sensation de gonflement et de douleur jusqu'au développement d'un processus purulent accompagne d'une affection grave. Formation de conglomérat de la substance injectée après l'injection d'un produit de comblement, celui-ci peut ne pas être reparti uniformément, mais se présenter sous forme de grumeaux de forme et de taille différentes. Il en résulte des défauts esthétiques et des difficultés à articuler correctement, ce qui est particulièrement important pour les personnes exerçant des professions publiques. Artistes, chanteurs, présentateurs, etc. Migration du gel de biopolymère sous l'influence des changements faciaux à l'âge, accompagne d'une ptose gravitationnelle des tissus, du fonctionnement des muscles masticateurs et mimiques. Il est possible de séparer la substance injectée en petits fragments et de les déplacer dans les tissus, même au-delà du lieu d'injection vers les zones zygomatiques, les joues et le menton. Il en résulte une déformation des contours du visage et une altération de la fonction des muscles mimétiques. Développement d'un tissu fibrotique ou d'une cicatrice. Ce phénomène est la complication la plus fréquentée et la plus commune des biopolymères. Cosmétique injectable, dans laquelle la chirurgie de retrait du gel labial devient une nécessité et la seule méthode de traitement et de correction. La fibrose est encore aggravée par des processus inflammatoires. La prolifération du tissu conjonctif et la formation de cicatrices internes est une réaction de défense de l'organisme visant à isoler les fragments du corps étranger. Il en résulte la formation de ce que l'on appelle des siliconomes ou héliomes, qui sont des particules de biogel recouvertes d'une gaine de tissu conjonctif dense. Cependant, le tissu fibreux devient la cause de la déformation du bord rouge et de la rigidité des lèvres, de leur bombement et de l'apparition d'une asymétrie, de la prolifération de la muqueuse. En outre, la cicatrisation, l'écrasement des vaisseaux, conduisent à une cicatrisation encore plus importante, à une modification de la couleur naturelle et, dans certains cas, à l'apparition de zones de nécrose tissulaire. Augmentation des lèvres par gel de biopolymère. Risque. L'augmentation des lèvres par gel de biopolymère comporte des risques qui ne sont pas toujours immédiatement calculables. Après l'introduction de gel d'origine synthétique, les conséquences peuvent apparaître aussi bien immédiatement après l'intervention qu'après plusieurs années. Un gel biopolymère mal introduit dans les lèvres peut provoquer des déformations de la peau sous forme de durcissement, fibroformation,
un débordement du produit de remplissage dans d'autres structures du tissu adipeux sous-cutané, une inflammation et d'autres troubles. Il en résulte une déformation du contour des lèvres ou une distorsion générale des traits du visage. De nombreux commentaires d'anciens adeptes de cette méthode en témoignent de manière éloquente. Les victimes du gel biopolymère mettent en garde leurs adeptes contre les mesures inconsidérées prises à la recherche d'une mode inconstante et bon marche. En outre, selon les chirurgiens esthétiques, l'élimination du gel biopolymère est possible, mais elle ne peut se faire sans une intervention chirurgicale sérieuse et le prix à payer sera beaucoup plus élevé. Gel biopolymère de nature synthétique. La cosmétologie moderne pour la correction des lèvres propose des gels biopolymères de nature synthétique. Leur utilisation permet de conserver le résultat souhaité beaucoup plus longtemps qu'avec des compositions naturelles. Parmi les polymères synthétiques les plus populaires, on distingue polymère d'acide L-lactique, bioalcamide, le polyméthacrylate de méthyle. Le polymère d'acide L-lactique est un sous-produit du métabolisme anaérobie du glucose, qui est également non toxique. Il est le plus souvent utilisé pour combler les défauts de contour du visage, plumping, ou éliminer les rides profondes. L'effet de l'utilisation de ce produit de comblement dure jusqu'à 2 ans. Le bioalcamide, polyacrylamide, est un monomère de nature inerte avec une longue période de décomposition. Selon les cosmétologues qui utilisent ce produit de comblement, il est non toxique et sans danger pour l'homme en raison de la capacité du médicament à s'encapsuler sous l'influence du collagène naturel. Cette propriété empêchait la migration du gel en dehors de la zone d'injection. Le polyméthacrylate de méthyle est un polymère synthétique, chimiquement inerte, considéré comme une substance non toxique et biodégradable. En tant que produit de comblement, ce polymère est largement connu et a été utilisé avec succès comme alternative aux liftings chirurgicaux. De nouvelles préparations à base de biopolymères apparaissent presque chaque année sur le marché des produits injectables. Toutefois, la sécurité et l'efficacité de leur utilisation dépendent d'un certain nombre de conditions. Biocompatibilité avec les tissus humains, absence de rejet allergique et immunitaire, impossibilité de pénétrer dans d'autres structures cutanées, à l'exception de la zone d'injection, l'absence de toxicité de l'effet. Conséquence de l'augmentation des lèvres par les biopolymères. Les femmes ont été les premières à utiliser des gels de biopolymères pour l'augmentation des lèvres afin de les rendre plus pulpeuses et plus belles. Au début, on affirme que ces produits étaient sans danger pour l'homme. Cependant, dans certains cas, et ils ne sont pas si rares, les patients subissent des conséquences négatives, même après plusieurs années. Le plus souvent, les patients se plaignent que leurs lèvres semblent se dégonfler, qu'elles perdent leur forme et que la forme de leur bouche ressemble à celle d'un canard. Cela signifie que le biopolymère utilisé n'est pas aussi stable que nous le souhaiterions et que ce qui est annonce. Aujourd'hui, des compositions plus modernes sont déjà en vente. Si l'on examine les commentaires des patientes de diverses cliniques, on peut constater qu'ils sont très inquiétants. Par exemple, un épaississement des lèvres et des syndromes de douleur sévères, qui empêchent de parler normalement, de manger, de sourire naturellement. Dans ce cas, la personne éprouvait une sensation constante d'inconfort, les lèvres peuvent également devenir asymétriques, c'est-à-dire que le gel dépasse les limites des lèvres et en défigurer l'apparence. Il convient de préciser que cela se produit le plus souvent lors du choix d'une préparation de moindre qualité, et qu'un mauvais effet peut être le fait d'un spécialiste expérimenté. L'essentiel est de ne pas perdre sa vigilance, car il arrive que des femmes se fassent piéger en injectant le même biopolymère à la place de l'acide hyaluronique. Les lèvres peuvent alors perdre leur sensibilité, se fissurer et faire mal. Dans ce cas, le médicament n'étant quasiment pas résorbé, il est nécessaire de le retirer des lèvres, afin qu'il n'y ait pas de déformation. Il arrive que des clientes se plaignent de lèvres inégales, de l'apparition de bosses après la procédure d'introduction du biopolymère dans les lèvres. Ces problèmes sont dus au fait que la circulation sanguine est perturbée au point d'injection et qu'au bout d'un certain temps, les tissus commencent à se fibroser, c'est-à-dire qu'il y a un processus de cicatrisation. La fibrose entraîne une déformation du bord des lèvres. C'est ainsi que nos lèvres réagissent à l'introduction d'un corps étranger. Il y a une inflammation, les lèvres peuvent être lourdes. Il y a des gonflements et des douleurs. Le gel à l'intérieur est divisé en petits morceaux de gel, denses. Ce sont ces derniers qui doivent être retirés, en fonction de la gravité de l'affection, par voie chirurgicale. Après ces opérations visant à retirer le gel, l'articulation sera rétablie, la symétrie et la déformation disparaîtront.
Dans d'autres pays, l'utilisation du gel de biopolymère sans gaine fiable est interdite, car elle peut entraîner des microthromboses lorsque le gel se déplace. Et au bout de quelques années, des asymétries, des déformations, des troubles de la mobilité musculaire apparaîtront. Mais en Russie, elle n'est pas interdite, et comme le coût de l'injection de gel biopolymère est moins élevé que les autres méthodes d'augmentation des lèvres. Oui, les lèvres des femmes sont agrandies, mais en même temps, des problèmes peuvent apparaître au bout d'un an ou deux. Pour une augmentation sur des lèvres, afin de ne pas nuire à votre santé et à votre beauté, il est préférable d'utiliser de l'acide hyaluronique ou d'augmenter les lèvres par l'hypofilling, en utilisant le même tissu adipeux que celui de l'abdomen ou des cuisses. L'utilisation de l'acide hyaluronique pour corriger la forme des lèvres et les agrandir n'entraîne aucune complication et l'excès peut être éliminé à l'aide d'une enzyme, qui transforme l'excès de gel en eau et en dioxyde de carbone en l'espace de quelques heures. Si vous avez suivi les procédures décrites, mais que vous souhaitez conserver le résultat pendant de nombreuses années, vous pouvez avoir recours à la chirurgie, qui sera finalement plus sûre et plus fiable. Schéma de la procédure d'augmentation des lèvres. Il convient de noter qu'il est déconseillé d'effectuer des procédures d'augmentation des lèvres chez soi, sous peine de causer des dommages irréparables à sa santé. Il existe une réelle possibilité de défigurer simplement les lèvres ou de déformer les traits généraux du visage. Le schéma de la procédure est propre à chaque patient. C'est pourquoi il est recommande de s'adresser à des cliniques cosmétiques réputées, où des professionnels expérimentés choisiront le gel biopolymère approprié pour les lèvres, en tenant compte des caractéristiques individuelles, détermineront le dosage et le contour du visage. Le mode d'emploi de la procédure de plastie injectable du contour des lèvres prévoit une exécution pas à pas d'action simple. Les lèvres sont traitées avec un désinfectant. Une anesthésie locale est réalisée. Une aiguille microscopique suit le contour des lèvres et injecte pas à pas du produit de comblement dans la couche sous-cutanée. En fonction du résultat souhaité, les injections se font par voie sous-cutanée, intramusculaire ou sous la muqueuse. La zone d'injection est massée pour repartir uniformément le produit de comblement sous la peau. L'intervention dure environ 0,5 à 1,5 heures. Avant et après la correction du contour des lèvres, n'oubliez pas de suivre les règles suivantes. Le jour de l'intervention, l'articulation doit être réduite au minimum, pour permettre aux muscles de se calmer. Ne prenez pas de bain de soleil et ne surchauffez pas votre corps pendant la journée, ne pas traumatiser la zone traitée, ne pas étaler de produits cosmétiques dont l'objectif n'est pas clair. Dormir sur le ventre la première nuit suivant l'intervention. Les rougeurs et les marques d'injection disparaîtront dès le lendemain. Toutefois, le résultat final ne sera visible qu'au bout d'un mois, lorsque le tissu conjonctif recouvrira les taches de gel. L'effet est garanti par les esthéticiennes pendant 5 ans. Les protéines. Les protéines ont plusieurs niveaux d'organisation, primaire, secondaire, tertiaire et parfois quaternaire. La structure primaire est déterminée par la séquence des monomères, la structure secondaire est fixée par les interactions intra- et intermoléculaires entre les monomères, généralement par des liaisons hydrogènes. La structure tertiaire dépend des interactions des structures secondaires, la structure quaternaire est généralement formée lorsque plusieurs molécules ayant une structure tertiaire sont combinées. La structure secondaire des protéines se forme lorsque les acides amines interagissent par des liaisons hydrogènes et des interactions hydrophobes. Les principaux types de structures secondaires sont les lisses, où des liaisons hydrogènes se produisent entre les acides amines d'une même chaîne, les feuillets, lorsque des liaisons hydrogènes sont formées entre différentes chaînes polypeptidiques orientées dans des directions différentes, antiparallèles, régions désordonnées des programmes d'informatique sont utilisées pour prédire la structure secondaire. La structure tertiaire ou pli est formée par l'interaction des structures secondaires et est stabilisée par des liaisons non covalentes, ioniques, hydrogènes et des interactions hydrophobes. Les protéines qui remplissent des fonctions similaires ont généralement une structure tertiaire similaire. Un exemple de pli est la barrique, où les feuilles sont disposées en cercle. La structure tertiaire des protéines est déterminée par l'analyse structurale au rayon X. Les protéines fibrières, dont la plus connue est le collagène, constituent une classe importante de protéines polymères. Dans le règne animal, les protéines jouent généralement le rôle de polymères de soutien et de structure. Ces polymères sont constitués de 20 acides amines. Les résidus d'acides amines sont lysés dans les macromolécules protéiques par des liaisons peptidiques résultant de la réaction des groupes carboxyle et amine.
L'importance des protéines dans la nature vivante peut difficilement être surestimée. Elles sont le matériau de construction des organismes vivants, des biocatalyseurs enzymes qui assurent le déroulement des réactions dans les cellules, et des enzymes qui stimulent certaines réactions biochimiques, c'est-à-dire qui assurent la sélectivité de la biocatalyse. Nos muscles, nos cheveux et notre peau sont constitués de protéines fibreuses. La protéine sanguine, qui fait partie de l'hémoglobine, contribue à l'assimilation de l'oxygène de l'air. Une autre protéine, l'insuline, est responsable de la décomposition du sucre dans l'organisme et, par conséquent, de sa fourniture d'énergie. Le poids moléculaire des protéines est très variable. Par exemple, l'insuline, la première protéine dont la structure a été établie par F. Sanger en 1953, contient environ 60 liaisons d'acides amines et sa masse moléculaire n'est que de 12 000. À ce jour, plusieurs milliers de molécules protéiques ont été identifiées, dont certaines ont une masse moléculaire de 10 ou plus. Butène vitaminologie Angst.